Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 43e semaine de 2024, l'avis de l'Union vous explique le nouvel accord interinstitutionnel entre Parlement et Commission, relate la tournée diplomatique d'Ursula von der Leyen dans les Balkans, les derniers éléments sur l'accord avec le Mercosur, le rapport des discriminations à l'égard des musulmans en Europe et le prix Sakharov décerné à l'opposition vénézuélienne. Dans le club des 27, le gouvernement italien tente de passer en force sur l'accord avec l'Albanie et veut rétablir le nucléaire. L'Allemagne signe un accord de défense avec le Royaume-Uni. Lisbonne a connu une flambée de violence et l'Autriche connaît un premier président du Parlement d'extrême droite. Et chez nos chers voisins, retour sur l'élection présidentielle et le référendum européen en Moldavie, sur l'élection législative en Géorgie et le sommet des BRICS en Russie. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. Institution, un accord interinstitutionnel pour redéfinir les relations Commission-Parlement européen. C'est par une déclaration commune signée par la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le lundi 21 octobre, que les deux institutions ont annoncé la redéfinition des rapports des deux institutions dans le cadre de la procédure législative. Cet accord révise l'accord de 2010, amendé pour la dernière fois en 2018, et clarifie les rôles des deux institutions dans le processus législatif. Pour rappel, c'est la Commission qui dispose de l'initiative législative et le Parlement ne peut qu'approuver, amender ou rejeter le texte avec son colégislateur, le Conseil de l'UE. Le Parlement dispose aussi de pouvoirs de contrôle sur le Conseil et la Commission et se voit consulté sur des sujets où il n'a aucune compétence législative. Roberta Metsola annonce que cet accord augmente le pouvoir de contrôle du Parlement sur la Commission et le place d'égal à égal avec le Conseil. L'objectif de cet accord est d'aboutir à plus de transparence et d'assurer un meilleur dialogue entre Parlement et Commission. Par exemple, quand le Parlement invite les commissaires à s'exprimer devant les députés européens, le ou la commissaire n'a pas l'obligation de donner suite. Même si l'accord ne dispose toujours pas d'obligation, dans les faits, la Commission poussera ses commissaires à dialoguer plus souvent avec le Parlement. Autre concession faite au Parlement européen, la Commission s'abstiendra d'utiliser l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE. Pour faire simple, c'est l'équivalent en France de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution qui permet d'engager la responsabilité du gouvernement sur un texte, lui faisant courir le risque d'une motion de censure. La Commission, avec l'article 122 TFUE, peut se passer de l'avis de l'Assemblée européenne. C'est ce qu'elle a fait au moment de la crise Covid pour adopter des mesures économiques d'urgence. Désormais, la Commission devra fournir des justifications détaillées au Parlement pour s'en servir. International, Ursula von der Leyen en visite dans les Balkans occidentaux chez les pays candidats. Mercredi 23 octobre, la présidente de la Commission européenne entamait une tournée diplomatique dans les Balkans occidentaux, quelques jours après avoir notifié le début des négociations d'adhésion à l'Albanie. L'Albanie est d'ailleurs le premier pays visité. Après des décennies de désintérêt et de mise en retrait sur l'élargissement, motivés par les anciens présidents de la Commission, José Manuel Barroso et Jean-Claude Juncker, par une crainte liée à l'immigration, la Commission von der Leyen a compris, grâce à la guerre en Ukraine, que les Balkans étaient une zone d'influence où il fallait donner des garanties pour éviter le basculement. Des pays qui restent vulnérables aux tensions ethnico-religieuses, souvent instrumentalisées par les élus locaux, mais aussi par des puissances étrangères. La stagnation économique de ces pays fait craindre d'autant plus un réveil des rivalités qui se nourrit très largement des contextes économiques difficiles. Le plan de croissance de 6 milliards d'euros, créé en 2023 pour inciter les pays des Balkans occidentaux à se réformer, faisait office d'accélérateur de volonté.
Si les pays se réforment, ils touchent des subventions. S'ils ne se réforment pas, ils ne touchent rien. Mais ça ne marche pas forcément de manière escomptée, puisque la Serbie en profite pour monnayer son soutien auprès de la Russie et de la Chine, tout en restant dans les clous et en évitant l'ostracisation de la part des institutions européennes qui craignent un cheval de Troie des régimes autocratiques. Après l'Albanie, la présidente a continué, jeudi 25, avec la Macédoine du Nord, où elle a félicité le Premier ministre Hristijan Mickoski pour l'évolution des réformes, même si c'est à mettre au crédit des sociaux-démocrates restés au pouvoir entre 2017 et 2024. Le gouvernement actuel a réveillé des disputes identitaires avec la Bulgarie, qui bloque son chemin vers l'accession. Le lendemain matin, elle s'est rendue en Bosnie-Herzégovine, où elle a constaté les dégâts à Donja Jablanica suite aux inondations et où elle a assuré du soutien de l'Union européenne, notamment via le mécanisme d'aide d'urgence. La présidente de la Commission s'est rendue en Serbie pour s'entretenir avec le président Aleksandar Vučić dans l'après-midi. Même s'il a eu droit aux félicitations d'Ursula von der Leyen, la proximité de la Serbie avec la Russie et l'absence de condamnation de la guerre en Ukraine sont un point de discorde énorme entre les deux parties. Puis la tournée se terminait samedi au Kosovo et une rencontre avec la présidente Vjosa Osmani et le premier ministre Albin Kurti. Le Kosovo a aussi été chaleureusement félicité pour ses réformes et Ursula von der Leyen a promis de tout faire pour que le Kosovo, comme ses voisins, progresse sur la voie de l'adhésion lors de son deuxième mandat. Le Kosovo regrette cependant que les sanctions à son égard, suite aux différends avec la communauté serbe du nord du pays et avec la Serbie, ne soient toujours pas levées. Une tournée de la présidente de la Commission qui avait pour but d'affirmer la position de l'Union dans les Balkans occidentaux et sa volonté de relancer l'élargissement. International encore, l'accord avec le Mercosur bientôt conclu. Alors que l'accord semblait au bord du précipice après les déclarations du président français Emmanuel Macron, qui réclamait des clauses miroirs, c'est-à-dire une garantie d'égalité sur les normes sociales et environnementales, et aussi après les manifestations des agriculteurs en début d'année, il semble que d'autres pays soient en train de faire le forcing pour aboutir à l'accord avant la fin de l'année. C'est en tout cas le sens de l'annonce du Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, qui a annoncé mercredi que l'accord était proche de se conclure. La rumeur a enflé quand le Brésil a laissé courir le bruit que l'accord Mercosur serait signé fin novembre à l'occasion du G20. Les 18 et 19 novembre, le G20 se tiendra à Rio de Janeiro, ce qui en ferait une occasion rare de pouvoir communiquer sur un tel accord. Puis au mois de décembre, il y aura le sommet du Mercosur. Le Mercosur compte désormais 5 États membres, puisque la Bolivie a rejoint le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay dans le marché commun sud-américain. Un marché de 780 millions d'habitants, ce qui représente 20% de l'économie mondiale. L'Espagne et l'Allemagne poussent pour une conclusion rapide de l'accord, encore une fois pour éviter que la Chine et la Russie ne deviennent les partenaires principaux de la région. La France continue d'être contre, mais devient de plus en plus isolée. L'économie européenne stagne et si elle ne trouve pas de débouchés, cela pourrait bien devenir un problème latent. Mais dans l'autre sens, un tel accord est incompréhensible après les multiples actions des agriculteurs partout en Europe qui souffrent de la concurrence déloyale des produits importés. Droits fondamentaux. Le rapport de l'Agence européenne des droits fondamentaux souligne l'augmentation des discriminations à l'égard des musulmans dans l'Union. Jeudi 24 octobre, l'Agence européenne pour les droits fondamentaux, la FRA, publiait son rapport sur les discriminations à l'égard de la population musulmane dans l'Union européenne. C'est un chiffre choc qui en ressort. 47% des musulmans interrogés ont été victimes de discrimination ces 5 dernières années. Une forte augmentation par rapport à 2016, puisque ça représentait 39%, soit 8 points de moins. Une augmentation que l'agence qualifie de déshumanisante. L'étude portait sur 9604 personnes issues de 13 pays. L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France,
la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède. C'est l'Autriche qui recueille le plus de discrimination anti-musulmane avec 71%, suivi de l'Allemagne avec 68% et la Finlande avec 63%. La France est dans la moyenne européenne avec 39%. Les personnes venues du Sahel, les musulmans nés dans l'UE et les femmes portant des vêtements religieux sont les plus particulièrement touchées. Sur le marché du travail, ces discriminations sont aussi dans la moyenne. 39% se disent victimes de discrimination dans leur recherche d'emploi, 35% sur leur lieu de travail, 41% d'entre eux sont surqualifiés pour l'emploi qu'ils occupent. Les femmes qui portent le voile sont plus susceptibles de se faire discriminer à l'emploi que les femmes qui n'en portent pas. Dans l'accès au logement, c'est 35% des sondés qui disent avoir subi des discriminations. 27% ont subi des contrôles au faciès et 42% disent penser que c'était dû à leur origine ethnique. En matière de santé, les musulmans ont 2 fois plus de chances de ne pas voir leurs besoins médicaux remplis. L'Agence européenne des droits fondamentaux en appelle aux États membres afin de traiter au mieux ces discriminations. Parlement européen, le prix Sakharov décerné à l'opposition vénézuélienne. Jeudi 24 octobre, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a annoncé que le prix Sakharov serait remis à Maria Corina Machado et Edmundo González Urrutia, plus haute distinction de l'Union européenne en matière de droits humains. Le prix, créé en 1988 pour rendre hommage au scientifique inventeur de la bombe H, Andrei Sakharov, grand défenseur des droits humains en URSS, est décerné chaque année par le Parlement européen à l'issue d'un vote des groupes parlementaires au sein de la Commission parlementaire des affaires étrangères et de la Commission du développement. Les 2 anciens candidats à la présidence vénézuélienne, cette année, ont reçu le prix pour leur combat en faveur de la justice, de la démocratie et de l'état de droit. Face à eux se trouvait le docteur Goubad Ibadoglu, universitaire azéri et militant anticorruption, ainsi que Women of the Sun, une association indépendante de femmes palestiniennes désignée par le groupe des Verts. Women Wage for Peace, une association arabo-juive faisant la promotion du dialogue dans le conflit israélo-palestinien, était désignée par les socialistes et les libéraux, étaient les dernières finalistes. Elon Musk, soutenu par les Patriotes pour l'Europe, n'a pas recueilli assez de votes pour être finaliste. L'extrême droite s'est donc rabattue sur l'opposition vénézuélienne. Passons désormais au Club des 27. Italie. Le gouvernement Meloni tente de sauver l'accord avec l'Albanie. Lundi 21 octobre, le gouvernement italien a publié un décret pour tenter de contourner l'obstacle juridique et inscrire dans la loi les pays sûrs pour justifier l'expulsion rapide de demandeurs d'asile. Giorgia Meloni avait déjà commenté la décision du tribunal de Rome en disant qu'il ne revenait pas à la justice de définir quel pays était sûr. Son décret est censé inscrire les pays tiers sûrs dans la loi. Le hic, c'est que c'est l'Italie elle-même qui est à l'origine d'une jurisprudence bien connue des juristes, l'arrêt Costa contre Enel, qui date de 1964. La Cour de justice des communautés européennes, ancêtre de la CJUE, y a consacré la primauté du droit européen sur le droit national. Dans son texte de base, le gouvernement Meloni ne définissait que des régions sûres dans certains pays, ce qui est contraire à la notion de pays tiers sûrs, qui doivent l'être sur l'intégralité de leur territoire. La Colombie, le Nigeria et le Cameroun ont été retirés des pays considérés sûrs. Même si le gouvernement pense pouvoir tordre le bras aux juridictions nationales avec ce texte, la Commission européenne pourrait bien rappeler à l'ordre l'Italie pour son non-respect du jugement de la CJUE. En dehors de l'Union européenne, c'est le Conseil de l'Europe, via sa Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, le CRI, qui fustige le comportement du gouvernement italien à l'égard du pouvoir judiciaire. Le gouvernement Meloni semble déterminé à soumettre le pouvoir judiciaire au pouvoir politique, comme c'est le cas en Hongrie et en cours en Slovaquie. Le CRI alerte sur les dangers qui portent sur l'impartialité et l'indépendance des juges en Italie
du fait de la pression mise par le gouvernement. Le CRI qui, par ailleurs, a rendu ses conclusions sur la gouvernance du pays par le gouvernement actuel depuis son arrivée. Elle y dessine une Italie où les discours de haine et les discriminations se sont accentués, surtout dans la police. Un discours qui émane avant tout du gouvernement, très dur avec les populations roms et d'origine africaine, mais aussi à l'égard des réfugiés, des demandeurs d'asile et des populations LGBTQIA+. L'émergence d'une personnalité comme l'ancien général Roberto Vanacci a normalisé la parole raciste et homophobe dans le pays. Italie encore, le gouvernement prépare le retour du nucléaire près de 40 ans après son abandon. C'est le ministre de l'Industrie Adolfo Urso qui l'a annoncé lors d'une conférence patronale à Milan. L'Italie va revenir au nucléaire près de 40 ans après l'avoir abandonné. Il indique dans son allocution que le gouvernement s'attache à créer le cadre législatif pour permettre la construction de réacteurs de troisième et de quatrième génération dans le pays. Et il a assuré vouloir se reposer exclusivement sur le savoir-faire italien pour la construction de ces réacteurs. C'est la stratégie choisie par le gouvernement italien pour atteindre son objectif zéro émission nette en 2050. L'intégration par l'Union européenne de l'énergie nucléaire dans les énergies propres aurait donc incité le gouvernement italien à explorer cette piste. C'est aussi pour répondre à la crise des prix de l'énergie. L'Italie avait abandonné l'atome après la catastrophe de Tchernobyl et un référendum tenu en 1987 pour sortir du nucléaire. La dernière centrale nucléaire avait fermé en 1990. En 2011, le gouvernement Berlusconi a tenté de relancer l'atome, mais s'est heurté à un autre référendum à la suite de la catastrophe de Fukushima. La grande question reste celle de l'opinion publique. Elle a voté 2 fois contre le nucléaire suite à 2 catastrophes. Sera-t-elle prête à l'accepter? La question du prix des énergies et de l'évolution technologique pourrait bien contraindre les Italiens à accepter. Mais nous garderons un œil sur l'évolution du dossier. Allemagne, un accord de défense signé avec le Royaume-Uni. Mercredi 23 octobre, le ministre de la Défense britannique, John Healey, se rendait à Berlin pour y rencontrer son homologue allemand, Boris Pistorius, pour y signer un accord de défense baptisé Trinity House Agreement. L'objectif est clair, contrer l'agression russe dans les eaux internationales, coutumière de l'attaque de câbles sous-marins. Pour ce faire, des avions allemands auront l'autorisation de stationner sur une base en Écosse. Aussi, l'accord prévoit des entraînements de blindés conjoints afin de renforcer la défense du flanc oriental de l'OTAN et des entraînements aériens pour assurer la défense de l'Atlantique Nord. Ce rapprochement vise aussi la conception d'armes, puisque les 2 pays ont convenu de travailler à la conception de missiles de portée supérieure au Storm Shadow. En ce qui concerne les véhicules blindés et les drones terrestres, un rapprochement sera aussi de mise. Le constructeur de canons allemand Rheinmetall ouvrira une usine en Grande-Bretagne pour y fabriquer des canons d'artillerie qui devraient créer 400 emplois sur le sol britannique. Un accord bilatéral qui répond aux objectifs de l'OTAN de passer un cap dans la défense de l'Alliance. Portugal, flambée de violence à Lisbonne. Dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 octobre, des heurts ont éclaté dans les quartiers nord de Lisbonne après la mort d'un homme de 43 ans d'origine capverdienne lors d'une opération de police dimanche 20 octobre. D'après un communiqué de la police portugaise, l'homme aurait été abattu alors qu'il tentait de fuir la police et qu'il aurait tenté de les attaquer à l'arme blanche. Un meurtre dénoncé par les associations antiracistes comme de la violence policière. La police portugaise a annoncé déclencher une enquête criminelle et une enquête disciplinaire sur les policiers concernés pour faire toute la lumière sur l'affaire. Concernant les émeutes, la police a arrêté 3 personnes mercredi. 2 policiers ont été blessés lors de confrontations avec les émeutiers qui jetaient des pierres et utilisaient des mortiers d'artifice. Des poubelles et des bus ont été brûlés. La police semble être revenue sur les accusations de tentative d'agression des agents à l'arme blanche.
Le Portugal n'est pas coutumier du fait, ce qui rend surprenant de tels événements. Autriche, la présidence du Parlement revient à l'extrême droite. C'est une première historique en Autriche. Jeudi 24 octobre, c'est un membre du parti d'extrême droite, le FPE, qui accède au perchoir du Parlement autrichien en la personne de Walter Rosenkrantz. Une élection permise grâce aux députés conservateurs de l'EVP qui justifient leur vote par la pratique et la coutume au sein du Parlement autrichien qui veut que le vainqueur des élections récupère le perchoir. Un vote dénoncé par les Verts qui y voient un signal désastreux étant donné que Walter Rosenkrantz est connu pour son appartenance à la Burschenschaft Libertas, une corporation d'extrême droite ouvertement antisémite qui a largement contribué à l'extermination de la population juive en Autriche pendant la Seconde Guerre mondiale. Une décision aussi critiquée par le président du comité Münchhausen, une organisation créée par d'anciens déportés qui parle d'une insulte faite aux victimes du nazisme. La communauté juive, par la voix de son représentant Oskar Deutsch, craint la montée en puissance du camp révisionniste. Dans l'ordre protocolaire autrichien, le président du Parlement figure au second rang, derrière le chancelier. Cette élection démontre à quel point l'extrême droite s'est banalisée en Autriche, alors que, contrairement au Rassemblement national, le FPE ne cherche pas du tout à se dédiaboliser, mais assume totalement son racisme, son antisémitisme et sa xénophobie décomplexée, tout en assumant d'avoir été fondé par d'anciens responsables nazis. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Moldavie, la présidentielle et le référendum sur l'UE bousculés par une fraude électorale massive. Dimanche 20 octobre, la Moldavie faisait face à un double enjeu, le premier tour de l'élection présidentielle et un référendum sur la volonté du pays de rejoindre ou non l'Union européenne. Maia Sandu, la présidente sortante pro-européenne, leader du parti Action et Solidarité, parti de centre-droit, membre du Parti populaire européen, était la grande favorite du scrutin et le oui semblait l'emporter largement dans les sondages. Les derniers sondages donnaient même Maia Sandu gagnante dès le premier tour. Mais depuis un an, Maia Sandu est victime de campagnes de désinformation, de tentatives de déstabilisation et d'un système d'achat de voix mis au jour récemment. Il ne fait aucun doute que la Russie soit derrière toutes ces tentatives d'ingérence en Moldavie, notamment parce que la Transnistrie est sous occupation russe depuis 1992. Fin 2023, c'étaient des célébrités américaines comme Lindsay Lohan, Dolph Lundgren ou Brian Baumgartner qui étaient utilisées par la propagande russe pour discréditer la présidente en exercice. Ces célébrités coopèrent avec l'entreprise Cameo qui se charge d'adresser des messages personnalisés à des personnes comme vous et moi pour un événement particulier comme un anniversaire, une naissance ou autre. Ces messages ont été détournés pour appeler à renverser Maia Sandu via des sous-titres complètement déconnectés des propos des célébrités. Des vidéos repartagées des milliers de fois sur des chaînes Telegram. Au mois de février, les responsables politiques de Transnistrie en appelaient à l'aide de Moscou suite à l'imposition de droits de douane par les autorités moldaves. Comme pour les soi-disant républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, ils ont demandé le soutien militaire de Moscou, qui dispose déjà de 1500 soldats sur place. Les événements favorables à la destinée européenne de la Moldavie se sont multipliés cette année. Un accord de sécurité avec l'Union européenne, la reconnaissance du statut de candidat officiel au mois de juin et une aide financière importante pour la construction d'infrastructures annoncée par la Commission une semaine et demie avant le scrutin. Dans la dernière ligne droite avant le scrutin, les services secrets ont mis au jour un système pyramidal d'achat de vote mis en place par l'oligarque pro-russe Ilan Shor, condamné par contumace à 15 ans de prison pour blanchiment d'argent et de corruption et exilé en Russie. Quelques jours avant le scrutin, la police moldave a déclaré avoir découvert qu'une centaine de ses citoyens avaient participé à des formations en Russie, en Serbie
et en Bosnie pour organiser des émeutes, une initiative une fois de plus financée par Ilan Shor. Le procureur général de Moldavie est chargé de faire la lumière sur cette affaire. L'Église orthodoxe moldave a aussi participé à la désinformation en disant que l'Union européenne détruirait les valeurs familiales et certains fonctionnaires ont créé de faux documents montrant que l'UE allait imposer le drapeau arc-en-ciel aux mairies partout en Moldavie. Ce serait plus de 100 millions d'euros en un an qui auraient été transférés de la Russie vers la Moldavie pour changer le cours des élections, dont une quinzaine rien que sur le dernier mois avant le scrutin. Un vent d'inquiétude s'est levé le jour du scrutin. Alors que le décompte avait lieu, le score de Maya Sandu s'est retrouvé bien en dessous des projections et le référendum donnait le non gagnant. Mais le vote des expatriés a permis de rééquilibrer la balance. La présidente sortante s'en sort avec près de 42% des voix, mais dispose de peu de réserves de voix étant donné que la plupart de ses concurrents sont pro-russes. Elle sera face à l'ancien procureur Alexandru Stoyanoglu, soutenu par les socialistes pro-russes, le 3 novembre, lui qui a obtenu 26% des suffrages. Le référendum pour l'inscription de l'adhésion à l'UE dans la Constitution voit le oui l'emporter de justesse avec 50,32%. Suite à ces résultats, le Kremlin a eu l'audace, via son porte-parole Dmitri Peskov, de parler d'anomalies et de probables trucages de vote par les autorités moldaves. Dans une brève conférence de presse, Maya Sandu dit avoir la preuve que 300 000 voix ont été achetées par la Russie via la banque sous sanction internationale, la Sberbank. L'enjeu est énorme. La route vers le second tour s'annonce compliquée et les tensions devraient aller crescendo, surtout que Moscou mettra les bouchées doubles pour pourrir le reste de la campagne. Aussi, les législatives auront lieu en 2025 et le résultat de la présidentielle conditionnera certainement le scrutin législatif. Et si le camp pro-russe perd, il est à craindre des débordements. La Moldavie est à la croisée des chemins et il faudra attendre la semaine prochaine pour y voir plus clair. Géorgie, malgré une forte mobilisation de l'opposition, Rêve géorgien remporte les législatives. Dimanche 20 octobre, des milliers de manifestants défilaient dans les rues de Tbilissi pour affirmer leur soutien à la trajectoire européenne du pays. Les 4 partis d'opposition pro-européens étaient à l'initiative de la manifestation menée par le Mouvement national uni. Un florilège de drapeaux bleus étoilés faisait partie du cortège, accompagné de pancartes comme La Géorgie choisit l'UE. Les sondages précédant le scrutin semblaient donner l'opposition pro-européenne en tête, ce qui n'est en rien surprenant compte tenu des sondages d'opinion qui indiquent que les Géorgiens sont à 80% pour l'entrée dans l'Union européenne. Mais face à eux se dresse le parti Rêve géorgien, parti fondé par l'oligarque Bidzina Ivanishvili, qui a fait fortune en Russie dans les années 90 et dont il reste le président d'honneur. Le parti a fait adopter une loi contre les agents de l'étranger qui, sous couvert de souveraineté, vise la société civile, les mouvements anticorruption, de défense des droits de l'homme et même les médias indépendants, en les coupant des financements étrangers, parfois vitaux pour eux. Le parti a adopté le mois dernier une loi anti-propagande LGBT sur le même modèle que la Russie. Adepte d'une rhétorique anti-Occident, qu'il rend responsable de la guerre en Ukraine en le qualifiant de parti mondial de la guerre, en évoquant la décadence des valeurs familiales, visant ainsi particulièrement la communauté LGBTQIA+. Les médias indépendants Mtavari TV, Formula TV et Pirveli TV sont toutes les 3 accusées de servir des intérêts étrangers. Dans ce contexte, l'Union européenne a averti plusieurs fois la Géorgie qu'elle s'éloignait de son destin européen et les premières sanctions ont été prises. Samedi 26 octobre, l'opposition se voulait néanmoins enthousiaste et optimiste. Les files d'attente partout dans le monde des Géorgiens de l'étranger pouvaient faire espérer un reversement de dernière minute, comme pour la Moldavie. Mais le scrutin dans le pays a été émaillé d'incidents. Les jours précédant le scrutin, les médias indépendants filmaient des émissaires du parti Rêve géorgien en train de parler à des groupes d'électeurs avec des liasses de billets à la main. Dans les bureaux de vote, certains électeurs ont essayé de faire passer plusieurs bulletins à la fois
et l'installation de caméras dans les bureaux par le ministère de l'Intérieur avait pour but de surveiller les électeurs. En dehors, la presse était intimidée, voire carrément agressée, comme ça a été le cas pour l'un des journalistes de Radio Free Europe, Radio Liberty. L'utilisation pour la première fois de dispositifs de vote électronique rajoute encore un peu plus à la suspicion de détournement de vote. Avant même la fin du décompte, le bloc d'opposition a dénoncé le résultat des élections qui donnait le parti Rêve géorgien en tête à 56% après le décompte du trois quarts des voix. Le vote des expatriés n'aura pas cette fois-ci l'influence suffisante. Les différentes missions d'observation des élections notent des atteintes critiques à la sérénité du vote, notant de graves incidents et des intimidations à l'égard des électeurs. Le parti Rêve géorgien avait promis de faire interdire le mouvement national uni s'il était réélu. Le tournant autoritaire risque de s'accentuer très vite. Reste à savoir si les mouvements pro-européens battront le pavé pour ne pas reconnaître l'élection et entamer une révolution de couleur, comme la révolution des roses il y a près de 20 ans. Mais le cadre est très différent et la violence qui pourrait s'abattre sur l'opposition risque d'être inédite. Russie, un sommet des BRICS pour montrer sa puissance diplomatique. Loin du supposé isolement de Moscou sur la scène internationale, Vladimir Poutine avait convié les BRICS à Kazan, capitale du Tatarstan, du mardi 22 au jeudi 24 octobre. 9 pays étaient présents, les 5 fondateurs que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, à qui se sont ajoutés l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. Une trentaine de pays qui ont fait acte de candidature, une façon de questionner l'hégémonie du dollar et globalement des États-Unis dans les affaires économiques. Une réunion diplomatique qui essaie d'engager une autre réunion des puissants que représentent le G7 et le G20, desquels la Russie a été exclue suite à l'invasion de l'Ukraine. L'objectif de la Russie est de créer un système interbancaire de paiement concurrent de SWIFT qui permettrait l'utilisation des devises nationales, ce qui reste un immense obstacle pour l'Inde et la Chine, les deux plus grands marchés au monde, surtout face à une devise comme le rouble qui a un taux de change dérisoire depuis le début de la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine tente par ce biais de trouver des débouchés aux entreprises russes qui souffrent de plus en plus de l'isolement économique du pays. De plus, la mise en place de la nouvelle banque de développement, concurrente de la Banque mondiale fondée par les BRICS en 2014, a été contrainte par les sanctions à l'égard de la Russie. Pour autant, son attrait pourrait ramener des pays vers les BRICS, malgré les montants dérisoires qu'elle peut accorder par rapport à la Banque mondiale, grâce à des contreparties moins exigeantes. Aussi, la coopération de la Corée du Nord et de l'Iran dans le cadre de la guerre en Ukraine refroidit particulièrement ses partenaires économiques. Le Sud global cherche une alternative à l'Occident, mais ne cherche pas non plus une confrontation. Malgré 2 jours de discussion, le sommet accouche d'une déclaration finale de 43 pages sans aucune mesure importante, seulement de s'accorder sur l'ordre du jour des prochains sommets, notamment pour reparler d'un système interbancaire made in BRICS. Mais ils appellent à un cessez-le-feu immédiat et à l'arrêt des attaques israéliennes contre la finule. Autre succès d'image, c'est la visite de Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui a annoncé vouloir faire partie des BRICS, une première pour un membre de l'OTAN, pressé par une situation économique catastrophique, ou encore la visite du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui, bien qu'il ait rappelé à Vladimir Poutine ses devoirs vis-à-vis du droit international, a été très critiqué par les alliés de l'Ukraine pour légitimer ainsi le président russe. Antonio Guterres a rappelé à la Russie qu'il fallait à tout prix assurer le transit commercial dans la mer Noire. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 43e semaine européenne de 2024. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music. Et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook,
Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et si vous voulez ne rien rater chaque semaine, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.